Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur l'émission Les Échos de la Finance. La dernière fois, nous avions abordé la grave question de l'aide internationale, dont nous avions dit que certains étaient totalement pour et d'autres farouchement opposés. Nous avions vu que certains considéraient que l'aide internationale était une incitation à la dépendance, à la mendicité et donc à la paresse. On a même ajouté que, d'une certaine façon, c'était une invitation à la corruption. Dans d'autres cas, nous verrons aussi que ça peut être quelque chose de positif. Nous l'aborderons en fin d'émission aujourd'hui avec la récente question d'actualité, qui est celle de cette conférence des donateurs, qui vient d'accorder 600 millions à Haïti. On verra ce que cela veut dire. Mais nous allons recommencer par l'aide, dont nous avions dit que l'idéal serait que ce soit une situation gagnant-gagnant et que aussi bien le pays qui aide que le pays qui est aidé retrouve les avantages comparables. Nous avions parlé la dernière fois de l'aide américaine à Haïti et en particulier, nous avions abordé très rapidement la question de l'importance du marché américain, du marché haïtien, pour le riz américain. Nous avons quelques chiffres à vous donner en plus et qui vont vous démontrer combien le marché haïtien peut être important pour les États-Unis. Nous sommes tout petits, les États-Unis sont immenses et pourtant, nous pouvons également aider les Américains. Bonsoir William Savary et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Donc, les petits peuvent aider les grands. Ah non, absolument. Les petits, c'est l'histoire du lion et du rat, ça, c'est encore d'actualité. Oui. Maintenant, pourquoi c'est important? Nous savons bien sûr que nous consommons, nous importons plutôt 400 millions de dollars de riz américain par année. Maintenant, le marché haïtien représente le troisième plus grand récipiendaire d'importateurs du riz américain. Maintenant, ce qui fait Mais attendez, on avait le troisième en valeur absolue ou comparé à la population? On arrive. Maintenant, le premier, c'est le marché japonais qui importe à peu près de 250 000 à 350 000 tonnes de riz, ce qui vous fait à peu près, à la moyenne, les Japonais dépensent $2 per capita pour la consommation du riz américain. Le second, ce sont les Mexicains, et la consommation per capita du Mexique pour le riz américain, c'est de $2,25, $2,50. Okay. Donc, plus ou moins comparable plus ou moins au comparable. Japon. Maintenant, le marché haïtien, nous parlons de $21. 10 fois plus. 10 fois plus. Donc, ce qui fait, selon moi, le marché haïtien est le marché le plus important pour le riz américain. Oui, bien sûr. Donc, maintenant, pourquoi je veux faire ce point? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous disent, en fait, que les Américains nous aident beaucoup et que le riz de chez eux vient à meilleur marché, ce qui permet à ce que le coût de la vie en Haïti soit beaucoup plus bas et que, etc., et tous les avantages, sans pourtant se rendre compte qu'il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut tenir compte, dont vous avez évoqué la dernière fois, c'est la chute de la production locale. Maintenant, récemment, pour 2020, alors je vais vous parler en général, maintenant pour 2021, l'année qui vient de se terminer, l'importation du riz américain par les Japonais a chuté. Vous voulez dire que les Japonais mangent moins de sushi? Ils importent moins de riz des États-Unis parce qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a une diminution de leur population d'un point de vue démographique. Ouais. La deuxième, c'est qu'ils ont augmenté la productivité de leurs rizières. Ce qui fait qu'ils en ont besoin d'importer moins. Ouais. Et pour le Mexique, c'est la même chose. Mais ce qui se passe au Mexique, c'est que carrément, ils ont augmenté beaucoup plus la surface d'exploitation, les surfaces d'exploitation. Donc, ils ont moins besoin d'importer. Alors que chez nous, nous avons augmenté de 19%. Qu'est-ce qui a augmenté de 19%? L'importation haïtienne. L'importation a augmenté de près de 20%. 19% en 2021. En 2021.
Donc, vous voyez, donc c'est vraiment l'importance du marché haïtien vis-à-vis des Américains. Maintenant, je vais vous faire comme j'aime faire, to link the dot, to relier les points qui sont disparates. La consommation du riz par les Haïtiens, chez nous, est de 400 millions de dollars américains, ce qui représente à peu près 20% des fonds que nous recevons de la diaspora. La diaspora nous envoie 2 milliards de dollars. Dans les 2 milliards. Dans les 2 milliards. Donc, une partie, maintenant, si vous voulez, si nous achetons des Américains 400 millions de dollars de riz, l'aide américaine était de 466 millions de dollars. Donc, vraiment, les fonds que nous avons reçus en aide sont retournés chez eux. Oui. Hein? C'est donner de la main gauche ce qu'on reprend de la main droite. Donc, oui. Maintenant, il y a le déficit. Bon, oui, mais enfin là, quand même, ça c'est un petit peu méchant, c'est un peu vicieux, parce que finalement, ils ne sont pas obligés de nous donner 460 millions d'aide. S'ils ne l'avaient pas fait, ce serait tout bénéfice pour eux. Mais vu que ça revient, voilà. il ne faut pas oublier voilà, que donc, 80% des fonds qu'ils donnent en aide est utilisé pour satisfaire les besoins de la gestion de cette aide qu'ils font chez nous. Donc, il y a les salaires très élevés des Américains qui sont engagés en Haïti. Donc, vraiment, finalement, il y a vraiment une relation très ambiguë lorsqu'on parle de l'aide, de la consommation et des relations en général comme ça. Donc, pour tout ceci, pour dire que lorsqu'on veut parler de l'aide que nous recevons, soit des États-Unis, soit du Canada ou de l'Union européenne, il faut toujours le mettre en contexte pour mieux négocier les relations entre les deux pays. Entre les pays. C'est vraiment ce que je veux. Je veux vraiment que les gens tirent de la discussion que nous sommes en train d'avoir. Hein? Bon, c'est très bien. Bon, nous avions parlé d'une aide équilibrée avec the win-win situation, une situation gagnant-gagnant. Bon, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça et qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences, il faut essayer de fouiller un petit peu plus et aller au fond des choses, voir les avantages certes, mais ne pas ignorer les inconvénients et vice-versa. Oui, non, ce que nous faisons toujours dans les échos de la finance, c'est vraiment d'apporter d'autres points de vue. C'est ça. Nourrir le débat pour que les gens puissent réfléchir différemment. Un coup de projecteur sur des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et c'est très bien comme ça. Bon, nous allons mettre un point final à cette histoire de riz. Et nous allons aborder une question qui est tout à fait d'actualité ces jours-ci, puisque déjà, il y a eu des manifestations qui, on ne peut pas dire qu'ils se soient mal terminées, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même pas mal de troubles de la part des ouvriers du textile qui réclament une augmentation de 300% du salaire minimum, et donc pour passer de 500 actuellement à 1500. La réponse, une réponse vient d'être apportée aujourd'hui, je le disais dans les nouvelles, la commission chargée de discuter du salaire minimum a fait des propositions où le salaire est augmenté entre 550 et 650 gourdes. Et pour ce qui est en particulier des travailleurs de la sous-traitance textile, on leur propose une augmentation, autant que je me souviens, de 125 gourdes, ce qui ferait passer, qui ferait passer de 500 à 625. La décision finale n'est pas encore prise, puisqu'elle appartient au Premier ministre, mais si 625 gourdes sont effectivement proposées, je doute que ça va calmer la colère des syndicats et que, apparemment, nous sommes partis pour encore plus de manifestations dans les rues. Mais vous souhaitiez faire un point presque historique sur cette histoire de salaire minimum. Très intéressant. En fait, les discussions sur le salaire minimum, je pense que c'est un faux débat. Initialement, je le dis au préalable. Et pourquoi? Parce que je pense que les gens qui bénéficient du salaire minimum devaient plutôt se concentrer sur l'augmentation de la productivité de leur entreprise. Négocier de meilleurs contrats pour être mieux payés et ouvrir le marché et conquérir plus de marchés. Mais est-ce que c'est leur rôle? Absolument.
un chef d'entreprise a la responsabilité de faire quoi de son entreprise? Oui, ça c'est la responsabilité Absolument. du chef d'entreprise, Absolument. pas de l'ouvrier. Non, mais il ne peut pas le faire sans l'ouvrier. Ah non, oui, non, mais bien sûr. Ok, bien parce sûr, qu'il faut que bien l'ouvrier sûr. soit bien payé pour que le chef d'entreprise puisse avoir une entreprise très stable qui lui permet de faire les projections et de mieux négocier les meilleurs contrats. Ce qui est rarement le cas. Bon, mais c'est vraiment ça le point. Parce que maintenant, parce que si quelqu'un qui a une entreprise, il a une responsabilité, même pas envers la société, mais envers lui-même, de faire quoi de son entreprise? Oui, non, mais bien sûr. Oui. Oui. Maintenant, Oui. si on prend le salaire minimum dans ce contexte, hein, en 1985, le salaire minimum était de 3,75 $. Mais de 85 à nos jours, hein, la moyenne du taux d'inflation au pays a sillonné autour de 16%. OK? Maintenant, si on prend seulement 3% du taux d'inflation, parce que d'après le Code du travail, le salaire minimum doit être ajusté selon le niveau d'inflation. Donc, le salaire minimum doit être ajusté selon le niveau d'inflation. Maintenant, je veux être moins généreux, je prends 3%. 3% d'augmentation de 85 à nos jours. Les 3,75 $, aujourd'hui, équivaudraient à 1235 $. 1235 goud à 1250 goud. Si on prend d'un point de vue historique l'évolution de l'inflation et prendre en considération les lois du pays et les exigences de la loi et du Code du travail, les 1500 gouttes que réclament les gens n'est pas loin de ce que ça devrait être si les gens devraient suivre les réglementations et les codes du travail. De manière objective. Absolument, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien là. Parce que là, maintenant, je le dis souvent, les gens je viens de le dire et je le répète tout le temps. Si vous bénéficiez d'un salaire minimum modique, vous avez vraiment une responsabilité d'en profiter et de faire quoi de votre entreprise. Si vous ne faites pas croître votre entreprise et que l'ouvrier exige beaucoup plus de salaire, c'est de votre faute. De ne pas avoir fait croître votre entreprise pour que le salaire minimum ne soit pas un sujet de discussion. William, c'est vrai dans tous les pays. Je suis en train de suivre actuellement la campagne présidentielle en France, qui est assez morne, il faut bien le dire, mais il n'en reste que cette question du salaire minimum est pratiquement au centre des débats. Et c'est lié évidemment au pouvoir d'achat. Mais le salaire minimum, pouvoir d'achat, c'est le cheval de bataille de pratiquement tous les candidats. Tous ont des propositions à faire. Selon moi, le salaire minimum est un faux débat. Selon moi, c'est la croissance économique. Parce que dès que vous avez croissance économique, ça veut dire que le salaire minimum n'est plus un sujet. Parce qu'avec la croissance, vous êtes en mesure de payer davantage. Maintenant, avec la croissance, il y a aussi ce qu'on appelle, le corollaire de la croissance économique vient de la conquête de marché, de l'expansion de marché, d'ouverture de marché. Donc, c'est aussi politique qu'économique. Ouais. Hein? Et ça ne peut pas se résoudre avec des promesses, parce que la majeure partie des gens, les politiciens qui mènent leur campagne, et ils font des promesses sur le salaire minimum. Mais alors que la cible du débat devait être comment faire croître l'économie pour que les industriels ne puissent pas avoir de difficultés à payer un salaire adéquat qui permette aux gens de vivre dans la dignité. C'est vraiment ça le débat. Oui, parce que là, il y a quand même trois choses qui sont intimement liées et qu'on peut difficilement dissocier les unes des autres. C'est d'un côté ce fameux salaire minimum qui est très lié au pouvoir d'achat, et au-dessus de tout ça, il y a cette histoire du chômage également. Mais tout ça se résout avec la croissance économique. Nous sommes tout à fait d'accord. On me montre une politique où la croissance économique est au centre du débat, mais je peux vous dire quel pays va résoudre ce problème. Parce que regardez-moi ce qui s'est passé en Chine. Bien sûr, leur modèle est différent du modèle d'une économie néolibérale, mais regardez ce qu'ils ont fait sur une période de 30 ans. Non, c'est remarquable. Et ceci au point d'être aujourd'hui la deuxième et peut-être même déjà la première puissance économique du monde. Et tout ceci, c'est à cause de la croissance chez eux.
Au Rwanda, par exemple, au Rwanda, vous n'avez jamais entendu parler du Rwanda dans la presse, ni de problème de salaire minimum, ni de problème, en fait, le problème de génocide, ils ont résolu. Si, Oui. on parle beaucoup du Rwanda, mais c'est pour Comme exemple. des louanges, Comme exemple. comme référence, C'est comme ça. exemple. Parce que le taux de croissance, pas en sens négatif, non. le taux de croissance au Rwanda permet aux Rwandais de payer leur standard de vie et de Absolument. l'augmenter. Tout à fait. Et vraiment, et c'est là, je pense que le débat devrait être. Tout à fait, tout à fait. Bon, on va terminer rapidement sur un autre point d'actualité qui est cette conférence des donateurs qui vient de donner, oui, ils sont arrivés au chiffre de 600 millions de dollars, mais encore une fois, c'est 600 millions de promesses. Bon. On se rappelle ce qui s'était passé au lendemain de Goudou Goudou. Ouais. On nous promettait des milliards et au bout du compte, c'est combien? Moins de 5% qui a effectivement été déboursé. Ouais. Bon, ce qui a quand même permis à un certain nombre d'escrocs de devenir des millionnaires. Oui, bien sûr. Parce qu'il s'agissait de milliards. Et de recommander des politiques publiques en Haïti qui étaient totalement défavorables à la nation. Ouais, bien sûr. Sans citer de nom. Oui, mais suivez mon regard. Maintenant, oui, alors, donc, c'est 600 millions. Premières impressions. Si ce ne sont pas des promesses, c'est une bonne chose. Voilà. D'accord. La première remarque. La deuxième remarque, selon ce que je comprends, ces fonds seront gérés par l'UNDP, qui est une agence des Nations Unies. Par les Nations Unies, absolument, oui. Maintenant, et ils ont insisté en toute transparence. Bon, ils avaient dit ça aussi pour les fonds qui ont été promis la première fois. Ah bon, avec M. Et maintenant, oui, parce que maintenant, je dois vous dire en toute fait, les Nations Unies, l'UNDP a géré à leur crédit les fonds du Fonds mondial pour la réponse au sida en Haïti. Ouais. Et aujourd'hui, nous constatons que la performance de cette gestion, elle a été bonne et saine. Ouais. Hein? Même si à l'intérieur de cette machine, il y a eu des moments où les Haïtiens n'ont pas soumis les rapports audités à temps et des fois même ont procédé à des actions financières malhonnêtes et même parfois on n'a pas soumis les rapports qui devaient être soumis. Mais grosso modo, la UNDP, on ne peut pas dire que la UNDP est une organisation qui encourage la corruption. Et bien sûr, lorsqu'ils font la gestion, ce n'est pas gratuitement. Je pense qu'ils perçoivent 6 ou 7% de la totalité des fonds comme frais de gestion. Donc, bon. Oui, donc maintenant, donc, grosso modo, c'est une bonne chose. Ça va dépendre maintenant de la façon et quel type de financement et quel projet financer. C'est ça. Ouais. Oui, absolument. Et le sérieux des gens qui ont reçu les fonds. Encore une fois, moi, ce qui m'a paru très intéressant dans cette affaire, c'est d'abord, il faut reconnaître qu'il y a là une certaine générosité de la part des pays donateurs, deuxièmement, le fait qu'ils aient dit que ce serait géré par l'ONU me paraît une garantie qui n'est pas négligeable dans un pays comme Haïti. Absolument. Quand on sait que... Hein, on se comprend. Suivez mon regard. J'ai main découpée. Et troisièmement, ce qui m'a paru aussi très intéressant, c'est que ces dons vont servir à restructurer le Sud selon un plan établi par les autorités haïtiennes. Absolument. Donc, Haïti n'est pas exclu de ce processus. Ils sont partie prenante avec ce qu'ils ont voulu faire. Et bon, ils sont quand même les mieux placés pour savoir comment on reconstruit une partie de leur pays dévasté par un cyclone. C'est rien ne leur imposé, ne leur est imposé. Donc 600 millions, gestion saine, et ils ont insisté transparente, programme haïtien. Moi, je suis satisfait. Oui, moi aussi. Magnifique. Pour une fois, nous terminons sur une note très positive. Voilà, eh bien, écoutez, bonne semaine à toutes et à tous. Nous, William et moi, nous nous reverrons mardi prochain pour un autre numéro de Les Échos de la Finance.